La contraction musculaire. Le mécanisme général de la contraction musculaire. Excitation préalable des fibres musculaires par le motoneurone alpha. On a vu ça dans la séance précédente, il y a quelques minutes. Le potentiel d'action arrive à la terminaison axonale et va entraîner la dépolarisation de la membrane présynaptique et la libération d'acétylcholine dans l'espace synaptique. Je ne vais dire aucun mot à le mécanisme parce qu'on est censé le faire en large et de travers le deuxième cours. Alors l'essentiel c'est que j'ai au niveau de la plaque motrice une communication entre une cellule nerveuse et une cellule musculaire. Cette communication permet qu'il y ait une libération d'acétylcholine au niveau de la fente synaptique. La fixation de l'acétylcholine sur ces récepteurs va ouvrir des canaux Na+, K+. Il y aura une entrée et sortie des ions dans la cellule musculaire. Tout ça va donner un potentiel de plaque membranaire. Le potentiel de plaque membranaire va donner naissance à un potentiel d'action. Le potentiel d'action au niveau de la cellule musculaire va donner la contraction. Notre but maintenant, c'est de savoir comment coupler l'excitation à la contraction. Comment de ce message électrochimique, je peux avoir un message mécanique. Comment transformer le message électrochimique en un message mécanique? C'est ce qu'on appelle le couplage excitation-contraction. Le couplage excitation-contraction. D'accord? On est d'accord. L'acétylcholine se fixe sur les récepteurs situés dans la membrane postsynaptique et entraîne la dépolarisation de cette membrane. On parle de potentiel de plaque motrice, c'est ce que je viens de dire. Lorsque le potentiel de plaque motrice atteint le seuil, il va produire un potentiel d'action. On va voir dans le prochain cours quelle est la différence entre un potentiel de plaque motrice et un potentiel d'action. Ce n'est pas la même chose. Un potentiel de plaque motrice, c'est un potentiel local. Il a les caractéristiques d'un potentiel local. Alors que le potentiel d'action, c'est un potentiel diffusible qu'on va voir plus tard, qui va se propager justement vers les extrémités de la fibre musculaire. Donc ce n'est pas le potentiel de plaque motrice qui donne la contraction, mais le potentiel d'action qui naît de ce potentiel de plaque motrice. Vous vous souvenez du PPSE qui devient un potentiel d'action? Là c'est la même chose, c'est comme un PPSE, c'est un potentiel de plaque motrice qui va se transformer en potentiel d'action. Le potentiel d'action a la capacité du tout ou rien. Interclasse, puisqu'il est là, il va se propager à toute la surface du sarcolemme et il va réaliser quelques modifications qu'on va découvrir tout de suite. Le couplage excitation-contraction. C'est la succession d'événements par laquelle le potentiel d'action musculaire est transmis le long du sarcolemme et entraîne le glissement des myofibrilles. Glissement, vous vous souvenez? Fixation, mouvement, défixation, mouvement, fixation, mouvement, défixation, mouvement, fixation, mouvement, défixation, mouvement. D'accord? Le glissement entre les filaments de myosine et les filaments d'actine. L'arrivée du potentiel d'action de la myofibrie, le potentiel d'action membranaire au niveau des triades. Au niveau des triades, on a parlé des triades. On a sauté cet osmo. Je ne vous ai pas parlé des triades. Le sarcolemme présente des replis internes appelés tubules transverses. Je vous avais dit, belé, des parties horizontales, ce sont des replis, ce sont des invaginations. Il permet de conduire le potentiel d'action jusqu'à l'intérieur de la fibre musculaire. L'association un tubule transverse plus deux citernes est appelée triade. C'est quoi une triade? C'est le tubule transverse plus deux citernes. Donc, on va découvrir une nouvelle caractéristique. Le tubule transverse, puisque c'est une invagination membranaire. Quand j'ai un potentiel d'action ici, regardez le chemin qu'il va suivre, le potentiel d'action. Il va cheminer dans tout le sarcolemme. Donc, il va passer dans tous les tubules T. D'accord? Donc, ces invaginations, c'est quoi leur rôle? C'est de faire arriver le potentiel d'action jusqu'à des parties cellulaires profondes. D'accord? C'est de faire arriver le potentiel d'action jusqu'à des parties cellulaires profondes. C'est ça le rôle du tubule T. Donc, l'association un tubule transverse plus deux citernes terminales adjacentes donne le nom d'une triade. On appelle triade un tubule T et deux citernes.
Chauffe, le schéma et même la logique des choses structurales nous permet de poser cette question. Je me le suis posé cette question. Qui compte en première année, qui a le cours. قلت علاه ما سموش triade, une citerne plus de tubulté. Là, vous vous êtes pas posé la question. Voilà, on s'en fout. Non. Même chez moi, je suis au centre un tubulté et deux citernes. D'ailleurs, je citerne, tubulté, citerne, tubulté. Normalement, la triade, ça, c'est tubulté, citerne, tubulté. Maintenant, la triade, elle est normalement constituée par une citerne et deux tubultés. Une citerne et deux tubultés. La triade est constituée d'un tubule ou deux citernes. Qui peut me dire pourquoi? Allez-y. Excellent. C'est parce que le tubule, l'importance est une importance fonctionnelle. Un seul tubule T va activer deux citernes voisines. Donc, qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer qu'il y a une libération importante de calcium. Dans le rôle physiologique qu'on va découvrir tout à l'heure, l'importance des citernes, c'est la libération du calcium. Un seul tubule T, il possède deux citernes voisines. Donc en se dépolarisant, il va permettre la libération du calcium contenu dans les deux citernes. Donc la triade, c'est quoi? C'est le tubule et les deux citernes qui vont libérer le calcium. C'est pour cela que la triade est constituée d'un seul tubule T et de deux citernes. On est d'accord? Vous avez compris la nuance? Non? Si. Très bien. On reprend, on continue. L'arrivée du potentiel d'action membranaire au niveau des triades entraîne un flux de calcium depuis le réticulum sarcoplasmique vers le sarcoplasme qui va être responsable de la contraction musculaire qui implique des interactions entre les protéines des filaments fins et des filaments épais. Donc, j'ai un potentiel présynaptique. C'est une dépolarisation. La dépolarisation arrive au niveau de la terminose synaptique. Elle ouvre des canaux CA2+. Le CA2+, va activer les vésicules d'acétylcholine. On va voir comment. Les vésicules d'acétylcholine vont libérer leur contenu dans la fente synaptique. L'acétylcholine va se fixer sur ces récepteurs. Ces récepteurs sont des canaux qui vont permettre le mouvement de NA+ et de K+. Le mouvement de NA+ et de K+ dans la membrane de la cellule musculaire vont créer un potentiel de plaque motrice. Le potentiel de plaque motrice va donner naissance à un potentiel d'action. Le potentiel d'action va cheminer dans toute la membrane plasmique, c'est-à-dire dans tout le sarcolème. Et puisque ce message va cheminer dans tout le sarcolème, il va parcourir le tubule T. Pourquoi? Parce que les tubules T sont des invaginations membranaires. Donc le potentiel d'action va arriver jusqu'ici, jusqu'aux parties les plus profondes du tubule T. Et dans les parties profondes du tubule T, il y a une communication entre le tubule T et la citerne terminale. La citerne terminale avec le tubule T sont très proches. Ils sont très proches et ils communiquent via des protéines qu'on va découvrir tout de suite. Donc le potentiel d'action membranaire, en arrivant au niveau du tubule T, il va permettre d'activer cette citerne terminale. Cette citerne va s'ouvrir et en s'ouvrant, elle va libérer le CA2+. Et le CA2+, l'importance, madame, l'importance c'est que le CA2+ est nécessaire à la contraction des myofibrilles. D'accord? Très bien. Donc là, on a découvert de nouveaux buts. Donc le cours Tawala. Nouvel objectif. C'est quoi le nouvel objectif? Quel est le rôle du CA2+ dans la contraction? Comment est réalisé ce glissement? On n'a pas encore découvert les mécanismes. Yak. Et comment la dépolarisation du tubule T peut-elle activer la citerne terminale à s'ouvrir? Ça ou là? On va découvrir. C'est nos derniers objectifs. Comment je peux transformer ce potentiel d'action membranaire en une libération de calcium par le réticulum sarcoplasmique? 1. 2. Comment je peux avoir un glissement? 3. Quel est le rôle du calcium? Très bien. On avance. La membrane du tubule T contient un récepteur.
Hop. Ça, c'est intéressant. Elle contient un récepteur voltage dépendant ou un récepteur potentiel dépendant. C'est le récepteur à la dihydropyridine. Le récepteur à la dihydropyridine. Le récepteur à la dihydropyridine des HPR. La membrane des citernes terminales contient un récepteur qui est le récepteur à la ryanodine. Le récepteur à la ryanodine. De quoi on est en train de parler, Jma'? On est en train de parler de ça. هنايا كاين un récepteur DHPR هنا وهنا كاين un récepteur à la ryanodine هنا. هاد les deux récepteurs ils vont entrer en interaction. الآن علاش سمينا هذايا récepteur à la DHPR celui des tubules سميناه DHPR récepteur à la dihydropyridine récepteur ياك DHPR وهذا سميناه la ryanodine. Why Riano? La DHPR, la dihydropyridine, quand je la fixe sur ce récepteur, elle l'inhibe. Quand je la fixe sur le récepteur du tubule T, elle l'inhibe. Donc le dihydropyridine récepteur est inhibé par la dihydropyridine. C'est pour cela que je l'ai nommé comme ça. On est d'accord? On reprend. Le récepteur à DHPR, il est situé au niveau du tubule T. Le tubule T est une invagination membranaire. Yak. Au niveau de ces tubules T, j'ai un récepteur. Je l'ai appelé dihydropyridine récepteur. Donc la fonction تاعو ما نزال ما نعرفهاش. Je veux seulement vous dire pourquoi je l'ai nommé dihydropyridine récepteur. On l'a nommé dihydropyridine récepteur parce qu'il est inhibé par la dihydropyridine. On est d'accord? Très bien. C'est un nom. Juste pour le spécifier. Ça n'a rien à voir avec sa fonction. Le récepteur à la ryanodine, lui, est stimulé par une substance qui est dite ryanodine. Rien n'est simple. فهمتي علاش واحد شغل اللي قال هادوما اللي حيتعلموا مورايا اللي leur compliquer leur existence سمي هكذا. Ils ont décidé comme ça. حنا on est là pour نحفظ. Comme في la faculté de médecine في حفظ العند نحفظوا. D'accord? Non. C'est du sarcasme. Même si c'est un tout petit peu vrai. Le DHPR est inhibé par la dihydropyridine. Tandis que le ryanodine récepteur est activé par la ryanodine. Donc, quand il y a comme QCM, la ryanodine inhibe le ryanodine récepteur, vous dites que c'est faux. Il l'active. Parce que quand le DHPR inhibe le récepteur, la dihydropyridine inhibe le DHPR, vous dites que c'est vrai. D'accord? J'ai deux récepteurs. J'ai deux récepteurs. واحد جاي في tubule T وواحد جاي في la citerne. اللي جاي في tubule T سميتو DHPR. اللي جاي في deux protéines différentes. ياك deux protéines différentes. واحده اسمها واحده جايه في tubule T وواحده جايه في la citerne. اللي جايه في tubule T سميتها DHPR. علاش؟ خاطر كي نحط لها DHP تتينيبا. اللي جايه في la citerne سميتها ryanodine récepteur. علاش؟ باسكو كي نحط لها الريانودين تاكتيفا. C'est clair comme ça. Voilà. C'est clair. نعم. Voltage dépend. Le DHPR est potentiel dépendant pour l'instant. L'autre il est mécano-dépendant. On est en train de parler du premier, attention. Le DHPR est potentiel dépendant. On va voir comment le deuxième est potentiel mécano-dépendant. Est-ce qu'on est d'accord? C'est des protéines, c'est des récepteurs. Non, la molécule qui est active, oui. Oui, c'est des molécules, oui. Donc, la constitution précise, je ne sais pas. La dihydropyridine. Non, la pyridine, c'est une base azotée. Hein. Donc, je les comme protéines. La membrane des citernes classe, le RYR, ces deux récepteurs sont en contact. Ils se touchent. Ils sont en contact. D'accord? Lorsque le potentiel d'action membranaire pénètre le tubule T, comment le potentiel d'action membranaire peut pénétrer le tubule T? Parce que le tubule T, c'est une invagination membranaire. D'accord? Il va activer le DHPR qui change de conformation et active le RIR qui s'ouvre et libère le CA2+ stocké dans les citernes terminales.
Donc j'ai un potentiel d'action. Le potentiel d'action entre dans les tubules T. Il arrive au niveau d'un récepteur potentiel dépendant, le voltage dépendant qui est le DHPR. Le DHPR, en remarquant le changement de potentiel, va changer de conformation. En changeant de conformation, il va tirer sur le RYR. Le RYR s'ouvre, donc il est mécanodépendant. Il va s'ouvrir et en s'ouvrant, il va laisser les molécules de calcium sortir ou la entrer dans le cytoplasme. D'accord? D'accord? Donc le premier est potentiel dépendant, tandis que le deuxième est mécanodépendant. Pourquoi? Parce qu'il dépend du changement de conformation du DHPR. Le DHPR subit le changement de potentiel. Il va changer sa conformation. En changeant sa conformation, il va ouvrir le RYR. Le RYR en s'ouvrant va libérer le calcium. On a compris. C'est quoi l'importance? C'est qu'on a pu transformer le potentiel d'action en une libération de calcium. Je vous ai dit comme un petit détail, un tout petit détail. Vous êtes prêts à le recevoir? Vous êtes prêts? Sûr? Prêt. Le tubule T lui-même contient des canaux CA2+. Lorsqu'il y a une dépolarisation du tubule T, il y a aussi du CA2+, qui entre du milieu extérieur. Mais ça n'a aucune relation avec la libération du CA2+, du sarcoplasme, du réticulum sarcoplasmique. Je vous pose donc une question. Pourquoi la cellule musculaire me dit ce qui m'a la cellule nerveuse? Pourquoi il n'y a seulement pas des canaux, puisque je vous ai parlé maintenant de canaux calciques? Pourquoi la cellule musculaire ne se limite pas à avoir des canaux calciques un an? Quand il y a un potentiel d'action, j'ouvre les canaux calciques où il relie le calcium. Excellent. Parce que la contraction musculaire nécessite une quantité énorme de calcium. Donc, mec finish, des membranes, le calcium, le milieu extracellulaire au cours de la contraction. Je dois avoir du calcium qui est prêt et stocké. D'accord? Qui est prêt et stocké. Quand j'en ai besoin, hop, je le libère à la darba. Zidons un petit détail. Derrière la protéine, vous ne vous êtes pas dit qui fait. J'arrive à stocker le calcium à l'intérieur du sarcoplasme. Le sarcoplasme arrive à faire entrer le calcium par une pompe ATP dépendante. Elle consomme de l'ATP et elle fait entrer le calcium. 1. 2. À l'intérieur du réticulum sarcoplasmique, il y a une protéine, la calséquestrine. La calséquestrine. Ça veut dire quoi calséquestrine? Calcium, séquestrine, séquestration. Elle va séquestrer le calcium, elle va le stocker. Une fois le calcium à l'intérieur de la citerne terminale, il va être stocké sous forme liée. Maintenant, la quantité de calcium libre à l'intérieur de la citerne, elle est basse. La principale partie de calcium, elle est stockée sous forme liée à la calséquestrine. Une question que je vous pose, encore un petit détail. La calséquestrine, elle doit avoir une forte affinité ou une faible affinité le calcium? Une faible affinité. Oui, pourquoi? Pour pouvoir le libérer, oui. Et ensuite, elle n'a pas besoin d'une grande affinité. Le calcium, il y a en grande quantité par la TPase. Donc, elle n'a pas besoin d'une grande affinité. Si vous avez observé la comparaison, je vous ai fait une comparaison, ceux qui ont regardé les vidéos de biochimie, je vous avais fait une comparaison entre la glucokinase et l'exokinase. Vous vous souvenez de l'exokinase et de la glucokinase? Elles avaient des affinités différentes pour le glucose. Une des concentrations élevées de glucose, la glucokinase, une des concentrations faibles de glucose. Donc l'exokinase doit avoir une forte affinité, tandis que la glucokinase a une faible affinité et donc une constante de Michaelis-Menten qui est élevée. Très bien. Le calcium, une fois entré à l'intérieur de la citerne par la TPase, il est stocké par la calséquestrine.
par la calcéquestrine. J'ai deux protéines, DHPR et RYR. La DHPR est potentielle dépendante. Une fois le potentiel d'action membranaire arrivé à l'intérieur du tubule T, il va l'activer, elle va changer de conformation, elle va pousser la RYR. La RYR va s'ouvrir et va libérer le calcium. Qu'est-ce que je vais faire de ce calcium? Aïe. Voilà, un petit schéma qui récapitule tout. Ça, c'est le tubule T. Écoute, ça, c'est quoi? C'est la cellule nerveuse. Ça, c'est la synapse. Ça, c'est l'acétylcholine en orange. Il se fixe. Il va créer un potentiel de plaque motrice. Le potentiel de plaque motrice va donner naissance à un potentiel d'action. Le potentiel d'action va descendre dans le tubule T. Une fois arrivé, il va activer le DHP récepteur. Le DHP récepteur va changer de conformation, il va pousser le RY récepteur. Le RY récepteur va libérer le calcium. Ou le calcium, il va avoir plusieurs effets. On les saute, ce n'est pas important pour l'instant, la synthèse d'énergie. Pour l'instant, c'est ce qui est important. Comment le calcium interagit avec l'actine, myosine, filaments. En bas, le calcium peut être stocké par la TPase à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique. On est d'accord? Très bien, on a presque terminé. Donc, il nous reste de savoir comment est réalisé ce mouvement de glissement et quel est le rôle du calcium de son rôle de glissement. Le CA2+, retourne ensuite vers le réticulum sarcoplasmique grâce à la pompe ATPase ou CERCA qui consomme de l'ATP. C'est un transport actif. Primaire ou le secondaire? Primaire. Allez, secondaire. Parce que là, c'est la pompe A+, qui est dépendante. Non, je ne pas le caca. Elle utilise directement. Ou qu'est-ce qu'elle utilise directement? l'ATP. Donc, c'est aussi un transport perméatif actif primaire. Transport primaire, puisqu'il utilise de l'énergie directement consommable qui est de l'ATP. D'accord, on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, naam. Le calcium, les flacitaires, meninja. Haya, on meninja. Oui. Haya, je viens de vous dire. Le tubule T possède des canaux CA2+. Donc, il y a des petites quantités d'hydrogène. En plus d'autres canaux CA2+. Il prend il les stocke. En plus, la fin à la contraction. Le CA2+, il sort de la cellule musculaire, c'est une condition de l'arrêt de la contraction, où il est récupéré. Donc, le calcium à l'intérieur de la cellule est récupéré, en plus des canaux qui font entrer le calcium du milieu extracellulaire. On est d'accord? Très bien. On continue. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Une autre question? Non? Très bien. Oui? Est-ce qu'il y a une émission de la pompe Na+, CA2+. Quelle pompe Na+, CA2+? Oui. Oui, dans quel compartiment cellulaire? Oui, c'est un autre fonctionnement. Comment on appelle ça? Les anticalciques. Si tu as un exemple, la warfarine, le wabaïne ou la warfarine. Comme le wabaïne, oui. Le wabaïne qui inhibe la cellule musculaire myocardique, c'est un autre fonctionnement parce que c'est des autres récepteurs. D'accord? Naam? Oui? وشنو؟ درتو هاد لو تريمستر لو باين وقتاش درتوها؟ هاد لو تريمستر بروميير سيمستر باسكو كاين دي فيديو دو سيتولوجي كيف وين جيكسبليك هاد لو ميكانيزم شكون شافهم؟ شتيهم؟ كاين لو باين شتي كلش سي بيان شاطره هاي اون كونتينيو lorsque le CA2+ وديتي مليح سيتو très bien مبروك عليك lorsque le CA انا ما ديتش مليح j'avais une très mauvaise note lorsque le CA2+ retourne vers le réticulum
sarcoplasmique, sa concentration intracellulaire, lorsque le CA2+ retourne vers le réticulum sarcoplasmique, sa concentration intracellulaire va diminuer, ce qui entraîne l'arrêt de la contraction, le relâchement musculaire. Donc, la récupération du calcium et son entrée dans le réticulum sarcoplasmique est une condition à l'arrêt de la contraction. شكون شاف قدامه واحد مات personne décédée dans les premières heures شفتي انت شفتي d'accord qu'est-ce que vous avez remarqué et on m'a demandé les premières heures après le décès qu'est-ce que vous avez remarqué oui تيبس اكسل يتبرد تيبس ما قدروش يغلقوا لها فمها الا كاينه ما تفمها مفتوح يقعد هكاك مفتوح on appelle ça le rigor mortis c'est très courant يخافوا منه الناس كيشوفوا الميت يابس ميم الا ساعات يضحك ساعات تلقاوه هكذا دونك تلقاو بلي واحد كيموت يبس on va découvrir pourquoi d'accord le rigor mortis فكروني شتو العبارة تاع الموت c'est excellent relâchement musculaire donc pour qu'il y ait le relâchement il faut qu'il y ait une réabsorption du calcium on est d'accord très bien فكروني rigor mortis il faut en parler hein d'accord علاش الميت يبس les mécanismes moléculaires on a terminé خلاص la dernière partie du cours, la contraction musculaire correspond au glissement des filaments fins sur les filaments épais, de sorte que l'actine et la myosine se chevauchent davantage et aboutissent à une diminution de la longueur de chaque sarcomère. Donc j'ai un sarcomère, le sarcomère, ça. Yak, la fibre de myosine va glisser sur l'actine, la partie, la strisette, elle va aller dans ce sens. Ou la strisette va aller dans ce sens. Et le sarcomère va se raccourcir. Donc c'est quoi la contraction? Imaginez que ce sont les filaments épais qui sont en train de tirer sur les filaments fins. En les tirant, hop, il y aura une contraction. Avant de parler des mécanismes moléculaires, je vous parle rapidement des autres protéines. La nébuline, elle va cheminer le long du filament fin, de tout le filament fin, et elle va déterminer sa longueur. Elle détermine la longueur du filament fin, c'est-à-dire la nébuline. La dystrophine. La dystrophine, c'est une protéine qui prend toute la myofibrie et la fixe sur la surface membranaire. Les maladies où la dystrophine anormale, les dystrophies musculaires. Comme la maladie de Duchenne, c'est pas important pour l'instant. Donc la dystrophine, c'est une protéine qui fixe le tout à la membrane. Dystrophine, nébuline, zido. La titine, c'est une protéine qui va fixer les filaments épais au filament Z, au strisette. Où elle va aller d'une strisette vers la ligne 1 pour stabiliser le filament épais. C'est pas important pour vous, غير باش تعرفوها ما كاش في الكور تاعكم دونك ما تحفظوهمش. دونك عندنا هضرت لكم على لا تيتين على لا نيبولين على لا ديستروفين بقات c'est pas important. D'accord? هادوما c'est quelques protéines qui agissent en plus, كاين l'alpha-actinine qui va stabiliser la fibre, le filament fin. Alpha-actinine. D'accord? Très bien. On va voir cette théorie. Ce glissement est dû à des interactions cycliques. Que veut dire interaction cyclique? C'est un mouvement qui se répète. Avec ton fixation, mouvement, défixation, mouvement, fixation, mouvement, défixation, mouvement, fixation, mouvement, défixation, mouvement, fixation, mouvement, défixation, mouvement. C'est le même cycle qui se répète, donc on va parler de mouvement cyclique. Ces mouvements vont créer des ponts entre les filaments d'actine et les têtes de myosine. Il y aura des ponts. Des ponts, une liaison entre l'actine, entre la myosine, la tête de myosine et l'actine. هذه شكون يسميها لي؟ هذه لا هاي لا ستريزات. هذه اسمها لا تيتين. هذه هي لا تيتين.
Elle stabilise le filament épais ou elle donne au sarcomère son élasticité باش يعاودوا ليه لبلاصتو. كان جا عندنا الوقت ندير لكم لا كور طونسيون لونغور بصح تشوفوهم ديروهم العام الجاي جو ان شاء الله. ديروهم العام الجاي. إذا بقيتوا تاسيستيو كاين اللي من هاد لا سيونس ما يزيدوش كامل اللي يجوا. سينو بصح كاين دي فيزاج شفتهم لا ديرنيير فوا. شكون جا لا ديرنيير فوا في سيتولوجي؟ شفت عليكم. وانتم راكم هنا دايما نفس السيجي. شفت عليك. Très bien, c'est bien. Allez, on se concentre en tout cas s'il vous plaît. Comment est réalisé ce fonctionnement? Au repos, la tropomyosine, je suis dans la tropomyosine, les filaments fins, d'accord? Au repos, la tropomyosine couvre les sites de fixation de la myosine sur l'actine et une molécule d'ATP est fixée sur la tête de myosine. Donc au repos, avant la contraction. La tête de myosine contient de l'ATP. Là, j'aurais préféré écrire ATP, mais chez ADP plus P, parce que ADP plus P, haja, ou ATP, haja. Là, ATP. C'est la tête de myosine. Ça, c'est le filament fin. On est d'accord? Le filament fin, la tropomyosine, elle cache le site de fixation. Elle cache le site de fixation. Donc, là, j'ai deux conditions. La première condition, c'est la présence de la tropomyosine. La tropomyosine cache le site de fixation de la myosine sur l'actine, bien sûr. La troponine cache le site de fixation de la myosine sur l'actine. La deuxième condition, c'est que l'ATP est fixé sur la tête de myosine. La tropomyosine. La tropomyosine cache le site de fixation de l'actine sur la myosine, de la myosine sur l'actine. Deuxième condition, la tête de myosine fixe l'ATP. Où il faut savoir que l'ATP diminue l'affinité, l'ATP diminue l'affinité de la myosine à l'actine. L'ATP diminue l'affinité de l'actine à la myosine. Donc, puisqu'il y a l'ATP, il y a de l'ATP, où la tropomyosine cache le site de fixation, donc il n'y a pas de fixation de myosine sur l'actine. On continue. Le CA2+, l'importance du stockage. Le CA2+, se fixe sur la troponine. La troponine est constituée de trois parties, la partie T, la partie C et la partie I. Il va se fixer sur la partie C, qui change de forme. Et en changeant de conformation, elle va déplacer la tropomyosine. Donc, fixation du CA2+, changement de fixation de la troponine, la troponine pousse la tropomyosine. Et donc, elle va exposer le site de fixation de la myosine. Et la myosine peut se fixer loin des sites de fixation de la myosine, permettant l'attachement de la myosine sur l'actine. Donc la tropomyosine, elle cache le site de fixation au repos. Oui. À ce moment, une molécule de magnésium se fixe sur l'ATP. Bon, le magnésium, c'est un cofacteur. On va accélérer la réaction. Et celle-ci s'hydrolyse en ADP plus P, qui sont libérés, ce qui entraîne l'inclinaison de la tête de myosine vers le centre du sarcomère, ce qui fait avancer le filament d'actine auquel il est attaché. Ce sera une hydrolyse de l'ATP. L'hydrolyse de l'ATP, bon, puisque les sites sont exposés, la myosine va se fixer sur l'actine. En se fixant, elle dégrade l'ATP. En dégradant l'ATP, تزيد l'affinité, تلصق مليح, la dégradation de l'ATP va donner de l'énergie. Cette énergie va permettre le mouvement de glissement. Le mouvement de glissement va déplacer l'actine. Allez, on continue, je vais tout reprendre. Une autre molécule d'ATP se fixe sur la tête de myosine
Qui l'ATP se fixe sur la tête de myosine, elle va diminuer son affinité. L'ATP va se fixer sur la myosine, elle va diminuer son affinité, elle va se détacher de l'actine. Et le cycle peut recommencer. Donc, les schémas ils sont plus intéressants, comme le Costanzo, physiologie. C'est un livre de physiologie que je vous conseille. Ils ont commencé le cycle par une autre phase. C'est quoi cette phase? C'est la phase de rigueur, c'est la phase où la tête de myosine inclinée et fixée. أكو حابين تفهموا مليح لو سيكل يجيكم سهل باش تحفظوه. شوفوا بلي كاين 4 بوزيسيون. كاين 2 بوزيسيون اتاشي وكاين 2 بوزيسيون ديتاشي. ياك كاين اتاشي نورمال واتاشي انكليني. هاي اتاشي نورمال هاي اتاشي انكليني. كاين ديتاشي نورمال وديتاشي انكليني. هادو هما لي 4 بوزيسيون. اتاشي نورمال اتاشي انكليني détaché normal détaché incliné. هنا يبداوها بواش شكون يسمي لي هذه. Bon, c'est une nomination que j'ai inventée. هذه attaché incliné. Attaché incliné. A. B. وشنو هذه؟ Détaché incliné. Pourquoi détaché incliné? Parce que tu fixes l'ATP. Qui te fixe l'ATP, elle a diminué l'affinité, elle s'est fixée. Troisième position, شنو هذه؟ Détaché normal. وشنو هذه؟ Attaché normal. وهذه؟ Attaché incliné. هذه منين جات؟ هي اللي بدينا بها. هذه الاو يا اخي الخامسه. هذه وشنو؟ اشفعوا عليها مليح. اتاشي انكليني. اتاشي انكليني. تيك 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 تيك. اتاشي انكليني. Donc on va reprendre les cycles, les étapes où chaque étape correspond à une situation spécifique. على بها قلت لكم ADP plus P حاجه و ATP حاجه. Donc تكون incliné attaché. l'ATP, il y aura fixation de l'ATP, elle se détache, hydrolyse de l'ATP, elle devient normale, libération du P, elle s'attache, elle s'incline. نعود هنا واش راهي attachée inclinée, elle fixe l'ATP. اكتبوهم هكا les étapes. Elle est attachée inclinée, fixation de l'ATP, détaché incliné. Donc c'est une succession logique. Hydrolyse de l'ATP. Attaché incliné. Maintenant la fixation de l'ATP. Maintenant les détachés inclinés. Et je fais oublier mais il sera de mouvement à la d'abord. Maintenant tous les détachés normal à la d'abord. Donc soit elle change d'inclinaison, soit elle change son interaction avec l'ATP. Donc elle commence qui fait ce qu'on a attaché incliné. Elle fixe l'ATP. Elle devient détachée inclinée. Elle hydrolyse l'ATP. Tous les normales détachés. Mais elle est détachée normale. Mais elle est détachée normale. اكتبوا كي تكون ديتاشي نورمال اكتبوا entre parenthèses ADP plus PI. معناتها elle a hydrolysé l'ATP en ADP plus PI بصح elle ne les a pas encore libérés. هذه détachée normale. ومن بعد elle libère le P. اكتبوا libération du P. كي تليبيري le P تلصق. تولي normal attaché ولا attaché normal. وما عندوش الدير elle libère l'ADP تولي attaché incliné. هايا on reprend هادوما راني شفت كنت انا بروميير اني نضربوا دكتور مسيو شباب ومدام بنزين واحد يقول لنا تفيكس l'ADP طبيعي انتم حفظوا هكذا نمشي نقول شباب ويشتغل مدام بنزين هكذا ياك نعاودوا نحفظوهم كامل دوكا لي زيتاب سي تري امبورطون. Donc on commence le cycle par l'attaché incliné. Attaché incliné, fixation de l'ATP, détaché incliné, hydrolyse de l'ATP, détaché normal, libération du PI, attaché normal, libération de l'ATP, attaché incliné. Voilà. Non? C'est facile.
Qui peut reprendre? Allez, je reprends. Avant que je ne reprenne, est-ce que vous avez compris l'importance de l'ATP? L'ATP fournit l'énergie qui est responsable de ces mouvements d'inclinaison. Ces mouvements d'inclinaison et ces mouvements d'attachement et de détachement permettent qu'il y ait un glissement entre la myosine et l'actine. Le glissement de l'actine sur la myosine va rapprocher les fibres d'actine vers le centre, vers la ligne M. Ce rapprochement des fibres d'actine par glissement sur les fibres de myosine va permettre un raccourcissement du sarcomère. Le raccourcissement de tous les sarcomères va permettre un raccourcissement des myofibrilles. Le raccourcissement des myofibrilles va permettre le raccourcissement de la fibre musculaire. Le raccourcissement de la fibre musculaire permet le raccourcissement de tous les faisceaux et de tout le muscle, et donc qu'il y ait une contraction musculaire, et donc qu'il y ait le mouvement que je suis en train de rechercher. Quelle est l'importance du CA2+? C'est le CA2+, qui s'est fixé sur la troponine pour que la troponine change de conformation, pour qu'elle pousse la tropomyosine, pour qu'elle expose son site de fixation de myosine, pour que la myosine se fixe sur l'actine. Donc, l'ATP est important, le CA2+ est important. Au relâchement, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura récupération du CA2+. Donc le CA2+ est défixé. Il est défixé de la troponine. Si je veux arrêter le mouvement, j'envoie un message d'arrêt de mouvement. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une activité ATPasique importante qui récupère tout le CA2+. Donc, quand la fibre musculaire veut se contracter de nouveau, il n'y a pas de CA2+ dans le sarcoplasme qui peut se fixer sur la troponine. Donc la troponine n'a plus de CA2+ fixé, donc elle va recouvrir, elle va se déplacer. En se déplaçant, elle va laisser la tropomyosine va recouvrir le site de fixation de myosine, et la myosine ne pourra plus se fixer. Maintenant, supposons, pour qu'il y ait une récupération du CA2+. Supposons que je suis dans cette localisation. Qu'est-ce qu'il faut pour détacher le muscle, pour détacher la myosine de l'actine? Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut de l'ATP. C'est l'ATP qui se fixe, qui permet le détachement. L'ATP en se fixant permet le détachement. صح ولا لا؟ برك نسقسيكم هذا l'état incliné, on appelle ça l'état rigor, c'est-à-dire qu'il y a une contraction. Quand tu vois, elle est inclinée, mais il y a une contraction. Qu'est-ce qu'il faut pour relâcher? Il faut qu'il y ait une fixation d'ATP. صح ولا لا؟ Quand une personne meurt, une personne, ses cellules vont arrêter de fonctionner. Ces mitochondries ne fonctionnent plus. Est-ce qu'elle peut synthétiser de l'ATP? Non. Il n'y a pas d'ATP pour se fixer. Donc elle reste comme ça. Pour relâcher le muscle, il faut que la tropomyosine cache le site de fixation. Ça, et pour qu'elle cache le site de fixation, il faut que la troponine soit inhibée. Pour que la troponine soit inhibée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut défixer le CA2+. Pour défixer le CA2+, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire entrer le CA2+ à l'intérieur du sarcoplasme. Pour faire entrer le CA2+ à l'intérieur du sarcoplasme, qu'est-ce qu'il faut? De l'ATP. Une personne morte n'a pas d'ATP pour faire entrer le CA2+ à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique. Donc le CA2+ reste dans le cytoplasme. Troisième condition, quand une personne meurt, le réticulum sarcoplasmique devient perméable. Il y CA2+. Donc il y aura une quantité importante de CA2+ à l'intérieur du sarcoplasme. Cette quantité de CA2+ ne peut plus être restockée parce qu'il n'y a plus d'imperméabilité et parce qu'il n'y a plus d'ATP pour récupérer le CA2+. Le CA2+ va augmenter sa concentration dans le sarcoplasme, il va se fixer sur la troponine va
pousser la tropomyosine. La tropomyosine va exposer longtemps la myosine à la troponine, ou la troponine à la myosine. La myosine se fixe et elle reste comme ça. Elle ne peut pas se défixer parce qu'il n'y a pas d'ATP pour qu'elle défixe. Et c'est pour cela qu'une personne morte, elle a une position qu'on appelle rigor mortis. Rigor mortis, elle reste figée les 48 à 36 premières heures. La décomposition du corps, au niveau des protéines, elle se dégrade, elle va se relâcher. C'est pour ça qu'on a une contraction des cadavres, la contraction cadavérique. Dans le cytoplasme, il va rester fixé sur la troponine. Et en restant fixé sur la troponine, elle va avoir une conformation qui est changée. Donc elle va exposer par la tropomyosine les sites de fixation de myosine. Donc la myosine restera fixée sur l'actine. Naam, votre question. Après 48 heures, il y aura une récupération. Il va commencer à fondre. C'est des protéines qui vont se décomposer. La putréfaction et tout. Nous reprenons, ça fait peur. Ah oui, c'est comme ça. Qui trouve le jarrah, la terre et la poussière. L'être humain ne devient plus un être humain, il devient du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. Donc, toute l'importance de l'être humain est dans son âme, est dans son esprit. Voilà. Sinon, les mécanismes physiologiques auraient été trop simples pour expliquer notre existence. Je vous remercie. Merci.